Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle revue de presse de 7 jours sur Terre pour la semaine du 17 décembre 2024. Quelques dossiers qui méritent notre attention cette semaine. D'abord, on va faire un petit détour par le Canada, la situation qui évolue par rapport tant à Chrystia Freeland qu'à Mark Carney, mais aussi à M. Sean Fraser, quelques membres du cabinet, donc un remaniement de cabinet clairement qui se prépare du côté du gouvernement libéral, alors que Justin Trudeau semble mettre la table pour une élection fédérale. Ensuite, on fera un petit retour rapide sur la dernière vidéo. Je sais que certains d'entre vous m'en ont parlé. On aura peut-être plus la chance de s'y attarder en fin d'émission. Si on fait un segment questions du public, vous le savez, j'essaie toujours de le garder pour la fin autant que possible parce que je préfère traiter les grands dossiers. Donc, on va s'attarder surtout à ce qui s'est passé en Syrie, les développements en Syrie. Ensuite, je veux qu'on parle un peu de l'Iran. Il sera question des bitcoins, de Donald Trump qui parle de créer une réserve stratégique de bitcoin pour les États-Unis. Ensuite, cette histoire de drone au New Jersey, bien sûr, qui a attiré un peu l'attention de certains d'entre vous, peut-être un peu moins à travers le monde, mais il faut le dire, c'est pas seulement au New Jersey qu'on a eu ces fameuses intrusions de drones, notamment sur des sites militaires et des infrastructures stratégiques aux États-Unis, mais aussi à travers le monde, en Allemagne notamment, où il y a eu des observations de drones, ainsi qu'au Royaume-Uni, aussi sur des installations militaires. Royaume-Uni, il était question d'une installation où allaient être déployés des missiles nucléaires américains. Donc, il y a un peu de mystère autour de tout ça. On continue ensuite avec ce qui se passe du côté du Québec, alors que les métaux stratégiques sont déjà activés. On s'en parlait la semaine dernière de la possibilité, bien sûr, que le Québec et que le Canada, plus largement, interviennent comme fournisseurs pour les États-Unis dans la chaîne d'approvisionnement de métaux stratégiques et de terres rares. Semble-t-il que le processus est déjà entamé. Donc, sans plus tarder, on commence avec ce qui se passe au Canada. On a appris ce matin que Mme Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances, a annoncé sa démission seulement quelques heures avant un énoncé budgétaire. C'est un énoncé budgétaire en passant auquel, probablement que ce sera déjà publié au moment où vous allez regarder cette revue de presse. On s'attend à ce que le gouvernement canadien dépasse largement ses prédictions déficitaires pour l'année 2024. On s'attendait à un déficit autour de 40 milliards sur cet exercice. Ce sera clairement beaucoup plus. Et c'est quelque chose qui, premièrement, mettait un peu dans l'embarras Mme Chrystia Freeland, mais on comprend que plus largement, il y avait des désagréments profonds entre la vision de Mme Freeland et celle de M. Trudeau et du cabinet du bureau du premier ministre plus largement par rapport à la direction que devait prendre le Canada au niveau financier. Donc, on prend un extrait de la lettre de Mme Chrystia Freeland. Vendredi dernier, vous m'avez dit que vous ne vouliez plus que je sois votre ministre des Finances et vous m'avez proposé un autre poste au sein du cabinet. Après y avoir réfléchi, j'ai conclu qu'à mes yeux, la seule voie honnête et viable est de démissionner du cabinet. Dans sa lettre, Mme Freeland confirme du même souffle les désaccords qui s'est installés entre elle et le premier ministre au cours des dernières semaines. Au cours des dernières semaines, citation, « Nous nous trouvions en désaccord sur la meilleure voie à suivre pour le Canada. » Fin de la citation. Ce désaccord est à ce point profond que Chrystia Freeland a refusé le nouveau poste que lui proposait Justin Trudeau au cabinet. D'après ce qu'on avait entendu, on lui avait proposé de reprendre le ministère des Affaires étrangères ou Affaires mondiales Canada, fonction qu'elle occupait bien sûr avant de devenir ministre des Finances. Pour être efficace, citation, « Un ministre doit parler au nom du premier ministre et avoir toute sa confiance en prenant votre décision. Vous avez clairement indiqué que je ne possède plus cette confiance de façon crédible et que je ne possédais plus l'autorité qui l'accompagne. » Fin de la citation. Sans le mentionner spécifiquement, Mme Freeland semble ne pas partager les vues de son chef qui a annoncé récemment un congé de TPS et le versement d'un chèque de 250 $ à tous les Canadiens qui gagnent moins de 150 000 par an. Des mesures contestées dans le commerce au détail, dans les milieux économiques, notamment en raison de leur coût et de leur faible efficacité. En fait, il faut le mentionner, ça a été une véritable catastrophe. Politiquement, pour Justin Trudeau, ce déploiement de ces mesures qui étaient originalement vues comme un peu une bénédiction pour les Canadiens. On essaie de présenter ça un peu comme un cadeau et puis aussi comme une manière pour Justin Trudeau de gagner en popularité. C'était carrément une mesure populiste alors qu'on disait que les Canadiens sont en mauvaise posture, qu'ils ont besoin d'aide du gouvernement fédéral. Et c'est tout à fait vrai en passant que les Canadiens sont en mauvaise posture à l'approche de Noël. On comprend donc l'intention derrière ça. Cela étant dit, dans l'application, dans l'exécution, ça a été n'importe quoi et même l'idée elle-même est fondamentalement
fondamentalement compromise. Alors qu'on parlait de ce fameux congé de TPS, qu'on a réalisé assez rapidement, c'est qu'on avait tout simplement largué la charge de travail directement dans la cour des commerçants et des détaillants, alors que ce sont eux, au bout de la ligne, qui sont forcés de recoder toute leur machinerie pour une période très limitée sur des articles spécifiques. Pour ceux qui nous suivent à l'international, c'est que Justin Trudeau a décidé essentiellement d'annoncer un bon matin que le gouvernement du Canada, pendant la période juste avant les fêtes, allait suspendre la taxe fédérale, seulement fédérale, sur certains produits spécifiques qui sont typiquement consommés durant les fêtes. Donc, ce que ça fait essentiellement, c'est que tous les commerçants ont reçu cette information, se sont fait dire, arrêtez de charger la taxe pendant telle période et sur tel produit. La délimitation des produits est assez aléatoire, d'abord, mais encore plus que ça demandait une charge de travail considérable pour recoder et reprogrammer les machines qui font les transactions et qui déclarent tout ça au gouvernement fédéral, particulièrement pour les tenanciers de bars et de salles de spectacle, etc. Il y a eu beaucoup de complications. Donc, ça a été très impopulaire au bout de la ligne. On s'attendait à ce que ça fonctionne et ce que ce soit une très bonne idée, et au bout de... Pour 5% de taxes fédérales, ça a eu un impact très négligeable. D'abord, financièrement parlant, pour les Canadiens, ça a eu très peu d'impact. Et la mesure phare était vraiment ce chèque de 250 $ qui avait été annoncé du même coup par Justin Trudeau. Une mesure, encore une fois, purement électoraliste. Et c'est quelque chose qu'on a vu au Québec également à travers M. François Legault. C'est quelque chose de très typique. Je ne sais pas si vous voyez ça en Europe de votre côté, mais particulièrement en Amérique du Nord, depuis la pandémie, il y a eu cette idée d'envoyer des stimulus, d'envoyer de la stimulation économique directe à la population à travers des chèques et des transferts monétaires directs. Donc, on a vu M. François Legault, notamment dans la foulée de la pandémie, un peu plus tard dans la lutte à l'inflation, un peu contradictoirement, a envoyé un chèque de 500 $ à tous les Québécois. Un geste qui, comme on dit, est complètement contre-intuitif et contre-productif dans le contexte de la lutte à l'inflation que d'émettre, de faire une émission monétaire de la sorte massive à l'échelle nationale. Naturellement, ça a seulement exacerbé le problème. Maintenant, Justin Trudeau est allé avec une mesure similaire parce que ça avait été, somme toute, malgré la nature un peu contre-intuitive de la chose, ça avait été très bien reçu par les Québécois, cette idée d'être financé directement par le gouvernement québécois devant l'inflation, devant l'augmentation du coût de la vie. On se disait, effectivement, le gouvernement a une responsabilité et ça a été très bien reçu. Maintenant, Justin Trudeau a commis 2 erreurs. D'abord, il a seulement envoyé 250 $, seulement annoncé 250 $. C'était pas suffisant pour réellement bouger l'aiguille politiquement. Les gens qui recevaient ce chèque. Et deuxièmement, il a exclu beaucoup de Canadiens de ce fameux programme, notamment les personnes âgées, beaucoup de gens qui étaient dans certaines situations, par exemple les étudiants, etc. Il y avait plein d'exceptions et d'exemptions comme ça qui, naturellement, ont frustré les gens. Et le gouvernement canadien, en l'occurrence l'opposition particulièrement, a donc appelé Trudeau à émettre le même chèque à tous. Mais le gouvernement canadien n'avait pas les moyens d'envoyer le premier chèque in the first place. Ce chèque de 250 $ qui était déjà assez limité, qui coûtait quelque chose comme quelques dizaines de milliards ou 1,5 milliard, je ne sais plus trop le chiffre qui nous avait été donné là-dessus, mais c'était une somme quand même considérable. Et naturellement, le Canada n'avait pas les moyens de se le permettre. Justin Trudeau le faisait, c'est une manœuvre purement électoraliste, alors qu'il était historiquement impopulaire, que le contexte électoral lui est extrêmement défavorable, que sa coalition est sur le bord de s'effondrer. Trudeau a été avec une manœuvre très électoraliste et y allant de la sorte, on n'avait pas les moyens. Donc, Mme Freeland, ce qu'on découvre, elle s'est opposée à ce fameux chèque de 250 $ qui, en passant, n'a jamais été envoyé. Et il ne sera pas envoyé non plus parce que les partis d'opposition et parce qu'à l'intérieur même du Parti libéral, il y avait des critiques considérables vis-à-vis le fait que le Canada n'a pas les moyens, que ce serait pas efficace, que c'était contre-intuitif justement dans le contexte de la lutte contre l'inflation et que surtout, le budget ne le permettait pas. Ça revenait toujours à dire on ne peut pas dépenser de l'argent qu'on n'a pas dans un contexte où, naturellement, le Canada doit se serrer un peu plus la ceinture. La crédibilité économique du Canada qui est un peu remise en doute à travers tout ça, et c'était extrêmement improvisé. Donc, particulièrement pour Mme Freeland, on sentait cette tension. Comme quoi, le gouvernement canadien est en train de prendre des directions politiques qu'une personne responsable au sens financier et qui est imputable des décisions du Canada au sens économique de la chose, en tant que ministre des Finances, était plus en mesure de l'endosser. Donc, Mme Freeland, lorsqu'elle dit « ce désaccord est trop profond »,
Et maintenant, j'ai plus l'autorité, j'ai plus la crédibilité pour assurer cette fonction-là. C'est un constat qui est quand même extrêmement dur vis-à-vis des finances publiques et l'état des finances publiques au Canada. Au-delà de la dispute entre M. Trudeau et Mme Freeland, il y a quelque chose d'assez profond là-dessus. Et Mme Freeland, vous me direz tout ce que vous voudrez. Et j'ai reçu beaucoup de tomates là-dessus. Lorsque, dans une discussion, notamment, je pense que c'était avec un balado-diffusion ici au Québec qui s'appelle « Prends un break », on avait une discussion sur le gouvernement Trudeau et sur le fait que, vous savez, il existe des politiciens qui sont complètement incompétents. J'en nommais quelques-uns, notamment Mme Mélanie Joly, ministre des Relations étrangères actuelle du Canada, qui est d'une incompétence hallucinante et vraiment terrifiante de penser que c'est elle qui interagit en notre nom avec les autres nations. C'est une insulte aux autres pays, il n'y a pas d'autre manière de le dire. Alors donc, quand on sait qu'il y a des femmes incompétentes, moi, mon point, c'était de dire, faites attention, parce que je suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas de politicienne compétente. Madame Freeland, Chrystia Freeland, est probablement une des femmes les plus compétentes en Occident pour les fonctions qu'elle occupait, dans le contexte qu'elle occupait. Il faut comprendre, vous êtes ministre des Finances de Justin Trudeau. Votre job, c'est de tenir une laisse à bout de bras et d'empêcher que ça parte en folie. Donc, on peut reprocher tout ce qu'on veut à Mme Freeland. J'en avais le soupçon et ça nous le confirme aujourd'hui. Elle était en désaccord fondamental avec beaucoup des décisions qui lui étaient imposées par le bureau du premier ministre, en l'occurrence, ce fameux chèque de 250 $. Sans le mentionner spécifiquement, Mme Freeland semble ne pas partager les vues de son chef qui a annoncé récemment un congé de TPS, etc. Il faut éviter les astuces politiques coûteuses, dit-elle, que nous ne pouvons pas nous permettre et qui font douter les Canadiens que nous reconnaissons à quel point ce moment est grave. On n'a pas l'air sérieux. Il faut éviter les astuces politiques coûteuses que nous ne pouvons pas nous permettre et qui font douter les Canadiens que nous reconnaissons à quel point ce moment est grave. On a l'air déconnecté, dit-elle. C'est des mesures de gouvernement déconnectées. Et ce qu'on apprend par la bande, ce qui est fascinant en passant, c'est qu'avant toute cette dispute, ou du moins dans la foulée de tout ça, Mme Freeland était déjà pour être déposée de son poste. Avant qu'elle démissionne. Elle démissionne aujourd'hui de ses fonctions. Elle se retire du cabinet. Mais Mme Freeland était programmée pour être remplacée par M. Mark Carney. Il y a une raison pour laquelle on lui a demandé de se retirer. Il faut la remplacer, il faut faire un remaniement. Qui va devenir ministre des Finances du Canada et endosser ces décisions complètement ridicules et être essentiellement le pantin du Parti libéral à cet égard? Ce sera M. Mark Carney, qui, en passant, est une super vedette en politique canadienne, ou du moins dans les sphères libérales. Il y a des années qu'on convoite M. Mark Carney, qui est un Canadien qui a été d'ailleurs président ou du moins gouverneur de la Banque du Canada. Ça a aussi été le gouverneur de la Banque d'Angleterre. En fait, ça a été le premier non-britannique à être gouverneur de la Banque d'Angleterre depuis, si je me souviens bien, 1693. On n'avait jamais vu ça. Ça a été toujours, bien sûr, on parle de la Banque nationale, la Banque centrale du Royaume-Uni. On a nommé Mark Carney, un Canadien, pour diriger c'était la première fois qu'on voyait ça. C'est un homme qui est donc d'une compétence absolument incontestable pour ce qui est des enjeux économiques. Monsieur Mark Carney, je vous parle de mémoire. On s'entend, j'ai fait quand même quelques années qu'on parle de Monsieur Carney au Canada. A fait ses études, si je me souviens bien, à Harvard, étudié en économie à Harvard, ensuite maîtrise à Oxford, au Royaume-Uni, doctorat à Oxford également. Il a fait un travail spécifiquement sur la nature de la compétitivité, l'avantage dynamique de la compétitivité. M. Carney a toujours été vu un peu comme cette espèce de golden child, si on veut, l'enfant doré canadien des enjeux économiques. Il a travaillé chez Goldman Sachs aux États-Unis pendant un moment. C'est un membre du groupe des 30. C'est une personnalité très proéminente à l'intérieur du Forum économique mondial. C'est donc quelqu'un qui est très bien connu dans les sphères, dans les cercles de l'élite canadienne et américaine, nord-américaine, devrait-on dire. Et M. Carney, donc, a été convoité pendant très longtemps. On a essayé de l'attirer en politique. On lui aura offert le meilleur comté possible pour qu'il puisse entrer en politique canadienne, le comté de Toronto-Centre, qui était essentiellement acquis pour les libéraux. C'est un des plus gros châteaux forts, sinon le plus gros château fort libéral. Et il a refusé.
On entend aujourd'hui, en fait, probablement que lorsque cette revue de presse sera publiée, ce sera déjà confirmé, M. Carney entrera en politique au sein du Parti libéral. Moi, je vous avoue que j'en suis extrêmement surpris dans le contexte actuel. Probablement qu'il aspire à être chef, probablement qu'on peut même imaginer une démission de Justin Trudeau au cours des prochains mois. Et là, vous allez me dire, franchement, Benjamin, c'est sérieusement possible que Justin Trudeau se retire au cours des prochains mois, qu'il annonce en fait qu'il ne sera pas candidat à la prochaine élection, ce qui aurait pour impact essentiellement de transformer Mark Carney en chef par intérim. Parce que tout le monde sait très bien que ce serait lui le candidat tout désigné pour remplacer Trudeau, ce serait le dauphin, et un peu comme on pourrait imaginer par exemple François Legault, Emmanuel Macron, etc. Macron, une autre situation puisqu'on parle d'un mandat constitutionnel, etc. Mais pour Legault, on peut continuer à l'infini par exemple. Juste d'annoncer qu'on ne se représente pas, c'est suffisant pour essentiellement passer le flambeau au prochain. Et si on veut commencer la transition politique. Donc, on faudrait pas se surprendre si on entend parler d'une possible démission à toute fin pratique de Justin Trudeau, alors qu'on nous annonce qu'il ne se représentera pas à la prochaine élection, qu'il va continuer à agir comme premier ministre, mais que Mark Carney sera le candidat pour le Parti libéral à la prochaine élection. Ce sera probablement une annonce subséquente à tout ça. Parce que je serais absolument confus que Mark Carney, après avoir refusé tout ça, regarde l'institution du Parti libéral en ce moment et qu'ils disent « Ah ouais, bon timing. C'est maintenant que je vais me lancer au Parti libéral. » Ça semble complètement absurde. Le Parti libéral pue la fin de régime à des kilomètres. Seulement ce matin, on a M. Sean Fraser, ministre du Logement, qui décide de se retirer. On a également Madame Freeland, donc, qui se retire de son poste. On a des députés libéraux assez éminents qui annoncent qu'ils ne se représenteront pas. Donc, il semble un peu étrange que M. Carney soit attiré par le Parti libéral dans son état actuel. Tout ce qu'on peut imaginer, c'est qu'on lui a laissé miroiter ou qu'on lui a confirmé que dans l'éventualité où il accepterait de rejoindre les rangs, de prendre un parti, de mettre son nom, de mettre sa carrière très prolifique sur pause, il faudrait qu'il y ait une garantie de quelque forme. On aurait dû lui faire miroiter ou garantir, comme je vous dis, qu'il serait chef à terme, assez rapidement. Ça m'étonnerait qu'il veuille joindre le Parti libéral pour être chef de l'opposition ou simple député pendant 4-8 ans sur un parti décimé. Donc, j'ai hâte de savoir comment va se terminer cette histoire de Mark Carney. Est-ce que c'est des rumeurs, etc. Mais là, le fait qu'on nous retire Chrystia Freeland semble pour moi confirmer à toute fin pratique que M. Carney va prendre sa place. On continue. Citation de Mme Freeland. La nouvelle administration américaine poursuit une politique de nationalisme économique agressif, ce qui comprend une menace de tarif de 25 %. Il faut préserver notre capacité fiscale aujourd'hui pour que nous puissions disposer des réserves dont nous pourrions avoir besoin au cours d'une guerre tarifaire. Ce qu'elle dit, c'est « mais ce gouvernement est négligent à la vue de la menace des tarifs de la part des États-Unis, on devrait plutôt se montrer responsable fiscalement, économiquement et mettre de côté cet argent au cas où on rentrerait dans une guerre commerciale avec Washington et où on devait déployer des ressources et du capital sur des mesures tarifaires ou des contre-mesures, des réponses quelconques contre l'administration américaine. En passant, mentionnons-le, c'est essentiellement ce que disent les conservateurs. Le message avec lequel est arrivé le conservateur, qui était en passant complètement ridicule et qui était très politique et qui était dans le contexte, qui ne fitait pas du tout avec le contexte. Mais M. Poilievre était arrivé en disant essentiellement « M. Trudeau doit annuler la taxe carbone. M. Trudeau doit mettre fin immédiatement à ses ambitions d'augmenter la taxe carbone et doit l'éliminer entièrement parce qu'on s'en va dans une guerre commerciale avec les États-Unis. » Donc, le réflexe de Mme Freeland est essentiellement le même que dire clairement, ça va nous coûter une beurrée. Et là, les Canadiens nous voient dépenser cet argent-là. Je les comprends de vouloir nous remplacer. Une chose est sûre, Justin Trudeau devra nommer très vite un nouveau ministre des Finances. On sait déjà c'est qui. Proroguer la session ou encore ajourner les travaux pour la période des fêtes s'il veut éviter de perdre la confiance de la Chambre qui lui permet de demeurer au gouvernement. En voulant dire, on pourrait maintenant demander une nouvelle élection. Et d'ailleurs, des libéraux et des premiers ministres provinciaux, notamment le premier ministre de la Saskatchewan, a demandé en privé à M. Trudeau de déclencher une élection fédérale. Donc, ça vient maintenant des premiers ministres provinciaux. Et avant qu'on sorte du Canada,
parce que notre prochain dossier va nous amener vers le Moyen-Orient, je présume. J'aimerais qu'on traite rapidement de ce qui se passe au Québec aussi par rapport justement à la relation avec les États-Unis sur 2 dossiers. D'abord, sur la question des minerais stratégiques, terres rares, etc. On s'était parlé de ça la semaine dernière, de ces sanctions en provenance de Chine qui allaient donc mettre fin à l'approvisionnement des terres rares et des minerais stratégiques vers les États-Unis. Ça crée bien sûr une disruption importante dans la chaîne d'approvisionnement. Ça demande aux États-Unis de reconfigurer la chaîne là-dessus. Et on regarde rapidement vers le Canada. Je vous avais déjà dit probablement que immédiatement on va voir l'industrie s'activer au Canada. Mais écoutez, dans les quelques heures qui ont suivi, on a appris que l'entreprise Rio Tinto annonçait un investissement de plusieurs millions de dollars avec une contribution de 7 millions de la part du gouvernement du Québec pour construire une usine de production de gallium à Saguenay. C'est un minerai critique et stratégique connu pour sa conductivité essentielle à la fabrication d'appareils électroniques. Et le gallium, la Chine produit presque 100% actuellement du minerai. Donc, d'en produire au Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous comprendrez qu'il y a là-dessus, bien sûr, un intérêt stratégique énorme, non seulement pour le Québec, pour le Canada, pour les États-Unis. D'ailleurs, ça me ramène un peu à notre dossier de la semaine dernière, alors qu'on parlait, c'est magnifique, il se met à neiger. Je ne sais pas si vous voyez ça derrière. C'est vraiment beau, le Québec, l'hiver. C'est fantastique. Mais on en parlait justement la semaine dernière, du fait que le Québec avait tout à fait, dans cette vidéo sur l'indépendance, etc., sur l'état pathétique de la souveraineté canadienne, on se parlait du fait qu'il y a des leviers stratégiques qui sont nécessaires de garder, qui sont nécessaires d'exploiter pour avoir une relation saine avec les Américains. Je veux être très clair, il y en a plusieurs qui voient un peu ce message par rapport à l'état de la souveraineté du Canada, puis ma critique vis-à-vis du Canada comme étant un encouragement au Québec de se détacher entièrement des États-Unis, ce qui n'est pas du tout le cas. Je veux qu'on comprenne bien la reproche ici. Je comprends que le Canada est aligné économiquement avec les États-Unis. C'est naturel, il n'y a pas le choix. Et c'est ça que je voulais faire comprendre pendant la toute première moitié au complet de la vidéo. C'est-à-dire, il y a des liens naturels, historiques, culturels, politiques, économiques, géographiques qui sont absolument indéniables entre le Canada et les États-Unis. Ça inclut le Québec. Et donc, sachant qu'on est condamné, destiné au Canada à une intégration économique quasi totale avec les États-Unis. Bien, si on désire garder un peu de souveraineté, il fallait, en toute connaissance de cause, puisqu'on sait que nos leviers économiques vont être possédés et dominés par les États-Unis, il faut garder possession des autres. Il faut s'assurer de créer des contrepoids. Et c'est là que le Canada a commis une faute grave. Et donc, quand on me dit, le Québec, est-ce qu'il serait... Bien sûr que le Québec serait mieux. Bien sûr. Pensez-vous que le Québec aurait laissé sa crise frontalière atteindre des proportions qui mettent en danger la relation naturelle et productive avec les États-Unis? Bien sûr que non. Ceux qui suivent un peu l'actualité québécoise savent très bien que depuis 10 ans, on parle de cette crise à la frontière québécoise, que ça a été fait contre les intérêts du Québec et contre sa volonté, que le Québec demandait depuis longtemps qu'on règle ce problème, qu'on mette fin littéralement, qu'on suspende unilatéralement le traité des pays tiers sûrs avec les États-Unis, et on a invité le gouvernement fédéral à le faire. C'est pas comme si le Québec avait consenti à ces mesures qui mènent aujourd'hui à une guerre commerciale avec les États-Unis. Le Québec aurait pris responsabilité de sa frontière. Est-ce qu'on pense vraiment qu'un Québec indépendant, dans sa posture, justement, vous me le dites vous-même, de vulnérabilité géographique absolument exceptionnelle, alors qu'on est dans un océan d'anglophones, pensez-vous qu'un Québec indépendant aurait négligé ses responsabilités en matière de défense nationale? Pensez-vous qu'il aurait liquidé sa propre armée? Pensez-vous que ce serait fié aux États-Unis et aux autres et au Canada pour le défendre? Naturellement non. Le Québec aurait ses besoins géopolitiques, commande une armée sérieuse et crédible et commande des leviers stratégiques à la hauteur de ses ambitions. Et ces leviers-là, ils sont dans les mains du Canada. Donc moi, ce que je vous dis, c'est d'arrêter de poser la question à savoir est-ce que le Québec est digne et capable de se diriger lui-même et de commencer plutôt à demander en quoi le Canada est digne et capable de diriger une nation qui n'est pas la sienne. Changer la question de bord. En quoi le Canada s'est montré meilleur que le Québec? En quoi le Canada s'est montré compétent pour diriger le Québec? La réponse, c'est qu'il ne s'est pas montré compétent. C'est que sur au-dessus de 150 ans d'histoire, il a abnégué tous ses leviers de souveraineté aux États-Unis et que ce qui lui reste aujourd'hui, c'est l'humiliation, c'est l'aplaventrisme devant un pays qui ne le respecte plus. Et disons-le, pas seulement un pays, plusieurs.
Le manque de respect envers le Canada, c'est international maintenant. Quelqu'un nous aurait défendu. Quelqu'un nous aurait défendu. Et vous me direz, mais pourquoi le Québec serait pas assimilé? Ben, je vous répondrai, pourquoi le Mexique n'est pas assimilé? Pourquoi le Mexique existe encore? Si on veut aller dans cette logique que la destinée des peuples en minorité linguistique dans leur espace géopolitique, c'est naturellement d'être assimilés. Bon, on devrait dire, écoutez, ces Mexicains qui sont très intégrés avec l'économie américaine devraient tous parler anglais. Ils devraient plus avoir de culture mexicaine, ils devraient plus... Ben non! Pourquoi il n'y a pas de culture canadienne et pourquoi le Canada est en train de se fondre dans les États-Unis? C'est justement parce qu'il n'y a pas d'identité spécifique, il n'y a pas d'identité distincte. Et c'est pas un reproche au Canada. Le Canada anglais et les États-Unis sont des peuples frères. Ils sont nés ensemble. Ils sont séparés par les circonstances de l'histoire et de la guerre. Mais à toute fin pratique, ils partagent beaucoup plus que ce qui les sépare. Et donc, on peut pas reprocher au Canada en ce sens de pas avoir de distinction et d'être essentiellement une extension de la culture américaine un peu plus discrète et pudique. Mais quand même, effectivement, de la culture américaine. La raison pour laquelle le Québec serait plus viable et survivrait, c'est parce qu'il a une culture distincte. C'est parce qu'il parle français. C'est parce qu'il a une identité absolument unique et inédite. C'est parce que c'est un mariage de la culture, oui, britannique, francophone, mais aussi des Premières Nations. Donc ce Québec, moi, au contraire, je le vois un peu comme le Mexique en ce sens, qui a besoin de son identité commune et que c'est son principal levier de survie, son identité distincte. Alors au contraire, ceux qui me disent, pour que le Québec, comment est-ce que le Québec survivrait dans un océan anglophone? Ben je vous pose, il est déjà dans un océan anglophone en tant que province. Vous me direz que ça, c'est plus viable que de contrôler. Est-ce que le Québec... Posons la question ensuite sur les... Il y en a qui vont me parler d'économie. Ils me dire, tu parles pas assez d'économie. Vous avez raison. Je pensais que ça relevait de l'évidence. On va en relever quelques points. Elle me dire, le Canada va perdre 8-9 milliards en péréquation, etc. Good. On s'obstine pour nos transferts en santé. C'est à peu près ça, 7, 8, 9, 10 milliards. À terme. On s'obstine pour avoir nos leviers en immigration. Pourquoi vous pensez? On est aujourd'hui, on n'a pas eu le droit de dire ça fait 10 ans, mais là, aujourd'hui, on peut mettre le doigt dessus puis le dire publiquement. Puis nommer l'éléphant dans la pièce. L'immigration massive des 10 dernières années sous le régime Trudeau a contribué à exacerber une crise du logement qui a appauvri collectivement les Québécois. Cette crise du logement qui a extrait des centaines de dollars par la pénurie de logements. On n'est plus capable, personne, de se loger. Et ce que ça crée, ben écoutez, c'est que nos services sont en train de craquer, c'est que les logements sont beaucoup plus chers, c'est que l'inflation augmente, c'est que tout est plus cher, c'est que les places de garderie sont saturées. Donc, si vous me dites, est-ce qu'un Québec serait plus juste en n'ayant pas participé à cette folie migratoire qui était purement canadienne et faite contre la volonté du Québec, il aurait économisé des milliards. Des milliards. Chaque année depuis 2015, c'est 50 000 personnes par année qui rentrent illégalement au Québec par le chemin Roxham. Faites le calcul, ça fait 500 000 personnes. Juste la charge additionnelle de 60 000 demandeurs d'asile qui sont actuellement sur les programmes d'assistance sociale, il est question d'au-dessus de 500 millions de dollars par année. Vous comprenez que c'est pas une décision du Québec, ça. 1,5 milliard de dollars par année pour financer juste la surcharge sur l'assistance sociale. On parle pas des garderies, on parle pas de la santé, on parle pas des hôpitaux, on parle pas de l'éducation, on parle pas des routes. Donc, est-ce que le Québec serait plus riche? Il n'aurait certainement pas participé activement à son appauvrissement. Il se serait pas auto-saboté. Je le présume, je l'espère. Est-ce que ça veut dire que j'admire tout ce qu'on fait? Ben non, c'est pas un référendum sur le modèle québécois, je suis d'accord avec vous, vous connaissez ma position là-dessus. Mais le jour où on va être capable de se lever, ça va être d'arrêter de commencer à se regarder, t'es-tu à gauche, t'es-tu à droite? On est tous pour une chose, survivre. Survivre. La question, c'est plus à savoir, est-ce que le Canada est meilleur que nous hein, de son propre sort? Mais est-ce qu'on peut survivre à l'intérieur du Canada? Alors, désolé de m'avoir emporté là-dessus, mais je trouve un peu ridicule les faux arguments qu'on me propose, comme quoi le Canada permet au Québec de survivre essentiellement à l'intérieur de l'espace nord-américain culturellement, comme si ça n'avait pas été une nuisance, comme si ça n'avait pas été un frein, comme si ça n'avait pas été...
On continue avec Bitcoin et Trump. Trump nous annonce qu'il veut créer une réserve stratégique de Bitcoin pour les États-Unis. Ça a pris, bien sûr, les enthousiastes de Bitcoin par surprise. On sait que Trump avait une position un peu ambiguë là-dessus. À certains égards, il avait dit que ça servait à rien, que c'était n'importe quoi. Il n'y avait pas vraiment une position très ferme. Et puis, finalement, à mesure où s'est rapproché d'Elon Musk, notamment, on sent clairement l'influence d'Elon Musk et des nouveaux, de ces révolutionnaires du petit gouvernement qui sont entrés dans l'administration Trump. Vis-à-vis le Bitcoin. Clairement, on est un peu plus favorable, on est plus ouvert et ça a lancé le cours du Bitcoin vers la stratosphère alors qu'on a eu une nouvelle augmentation considérable. Donc, environ 150 000 $ canadiens, peut-être 100 000 €, 100 000 $ américains. Ce qui est tout dire en passant, là, je ne veux pas m'éterniser sur le Québec indépendant, je ne veux pas parler que de souveraineté, mais juste une petite parenthèse là-dessus. Le dollar canadien ne vaut absolument rien. Absolument rien. On est rendu que c'est essentiellement, il faut 15 $ canadiens pour 10 $ américains. Vous voulez dire, c'était ça les arguments qu'on avait essentiellement dans les années 90, c'est-à-dire, la monnaie du Québec vaudrait peut-être pas grand-chose contre le dollar américain. C'est déjà la société dans laquelle on vit. Ces arguments-là ne valent rien. Je demande sérieusement, proposez-moi des vrais arguments, puis je vais être ravi d'en parler avec vous, puis on va le débattre, mais je n'accepte plus les faux arguments qui sont essentiellement de la mollassonnerie élevée en institution. Donc, Trump nous parle de créer cette devise, cette réserve stratégique pour un certain nombre de raisons. Là, je sais qu'il y en a plusieurs qui vont nous dire le Bitcoin, ça sert à rien, c'est pas comme le pétrole. On s'entend, les Américains ont une réserve stratégique de pétrole d'abord et avant tout pour être capable de s'approvisionner dans l'éventualité d'une crise. Donc, dans l'éventualité où l'approvisionnement vers les États-Unis serait indisponible ou perturbé pendant une période, on veut absolument permettre à l'économie de continuer de rouler. Et ça, c'est une leçon qui a été tirée des années 70 et des chocs pétroliers lorsque les pays arabes, en raison de la posture américaine vis-à-vis Israël, de l'appui à Israël pendant les guerres des années 70, on a boycotté les États-Unis un certain nombre de pays. Les Américains ont paniqué, on a eu les crises pétrolières et donc on a décidé, en réponse à ça, une réaction totale, pour des raisons surtout de défense et d'approvisionnement de l'industrie militaire, de créer la réserve stratégique de pétrole, qui est vraiment ça devrait être une merveille du monde en passant. C'est du génie, c'est brillant, tout le monde devrait faire ça. Les Américains ont rempli d'énormes caves de sel, des énormes grottes de sel à l'intérieur de la Terre, directement avec du pétrole. Essentiellement, c'est de dire, on pompe le pétrole ici, on va la repomper à un autre endroit, puis on le pompera plus tard, essentiellement. C'est d'utiliser les cavités naturelles dans la Terre. Il y a quelque chose d'absolument génie là-dessus qui permet de le préserver entièrement. Et l'idée, bien sûr, c'est de s'approvisionner si jamais le pétrole est indisponible, mais aussi, de plus en plus, c'est ce qu'on a vu au cours des dernières décennies aux États-Unis, c'est de mitiger les impacts de prix. À mesure où il y a de l'instabilité géopolitique ou encore des perturbations au Moyen-Orient ou quoi que ce soit, l'inflation, les présidents vont avoir recours à la réserve stratégique pétrolière aux États-Unis pour permettre de relaxer le prix un peu ou, au contraire, contrôler le prix. Parce que les États-Unis, ce qu'ils vont faire, c'est lorsque le prix est très bas, ils vont acheter et remplir la réserve. Et lorsque la réserve est complètement pleine et que les prix du pétrole sont élevés, les États-Unis, parfois, vont relâcher du pétrole de leur réserve stratégique et le vendre sur le marché pour faire baisser le prix du pétrole, littéralement. Donc, ils ont la capacité de faire monter le prix et de le faire baisser. Donc, c'est ça que ça devient très important. Et c'est là que j'essaie de vous amener. C'est qu'au-delà de la capacité d'approvisionner l'industrie militaire, ça devient un instrument énorme pour influencer le marché de manière favorable aux intérêts américains. Donc, quand Trump nous dit qu'il veut créer une réserve stratégique de Bitcoin, il ne faut pas nécessairement se demander à quoi vont servir ces Bitcoins en termes pratiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est surtout le contexte dans lequel ça vient s'inscrire, alors qu'on a des puissances alternatives comme la Russie, comme la Chine, comme les BRICS, qui disent vouloir se déplacer et qui en fait ne font pas juste le dire, ont commencé à prendre des mesures pour se déplacer vers le Bitcoin, avoir des transactions internationales en Bitcoin. Et l'un d'entre vous, Antoine, en fait, bonjour Antoine, on parlait récemment, on me demandait à quoi sert le Bitcoin en pratique, et c'était
une des fonctions à laquelle je faisais référence, le Bitcoin est extrêmement utile pour les transactions entre les pays parce qu'on le sait, c'est quoi la friction, les contraintes de l'utilisation du Bitcoin entre deux tiers, deux parties individuelles. Il y a un coût de transaction, il y a une demande énergétique qui est associée à ça, il y a un temps de traitement, il y a un certain nombre de frictions qui fait que ça peut pas vraiment, à court terme du moins, remplacer les cartes de crédit. Il faudrait tout un mécanisme de par-dessus tout ça pour jouer l'intermédiaire. C'est pas impossible. Les principes généraux de la chaîne de blocs pourraient être appliqués, mais le Bitcoin en tant que tel, là où il y a vraiment un grand potentiel, c'est pour les énormes transactions. Parce que si on est dans un système où de toute manière, là, si vous êtes pour transférer je ne sais pas trop combien de milliards ou de millions ou de centaines de millions à un pays tiers parce que vous venez de faire une entente sur le pétrole, sur les échanges, sur construction d'infrastructures ou quoi que ce soit, stimulation internationale ou tout simplement un appui parce que vous voulez les aider en temps difficile, ils sont sanctionnés, quoi que ce soit. Vous devez déjà passer par un système qui a beaucoup de friction, qui est le système bancaire international. Vous devez passer par les banques américaines, vous devez essentiellement sauter à travers beaucoup de cerceaux pour être capable de transférer cet argent, et il y a beaucoup d'intermédiaires déjà. Donc, quitte à vivre dans ce système contrôlé par les Américains, le Bitcoin devient très intéressant. Parce que là, il y a moyen de dire, on s'entend tous les deux, que ce marché, il est liquide. Que si je t'envoie pour 100 000 $ en Bitcoin, tu peux échanger cette quantité de Bitcoin pour 100 000 $. On est d'accord là-dessus? Parfait. À partir du moment où on a cet intermédiaire, là, il devient possible de faire des gigatransactions à l'extérieur du système bancaire international. Et c'est ça qui fait chier les États-Unis, naturellement. Donc, ce que vient faire Trump, c'est un peu pour hedger l'inflation, à mesure où on s'entend, les États-Unis ont un dollar qui vaut de moins en moins cher, mais il est pas complètement fou d'avoir une part de ses réserves qui n'est pas composée en dollars américains, mais bien en Bitcoin, qui au lieu de se déprécier, s'apprécie. Il y a quand même un gros bon sens là-dessus, d'abord. Deuxièmement, donc ça permet d'améliorer la valeur des réserves américaines sur papier, et ça permet, en théorie, de dépenser un peu plus de dollars qui, eux, se déprécient. Donc, vous suivez là-dessus, stratégiquement, financièrement, c'est pas complètement fou, mais si on rentre au point de vue géopolitique, ben c'est carrément pour empêcher les puissances alternatives comme la Russie, Chine, etc., de se déplacer vers les BRICS de manière viable et prévisible, pérenne. Parce que, pareillement comme le pétrole, les Américains sont en posture d'accumuler assez de Bitcoin pour influencer le marché. Il suffit que les Américains disent, c'est parfait. On se donne comme objectif national de contrôler au moins 10 à 15 % des bitcoins en circulation sur la planète. C'est beaucoup d'argent. Mais si tu les tiens dans un compte, vous comprenez qu'il n'y a aucune différence. C'est des réserves bancaires. C'est de l'argent qui ont déjà d'une manière ou d'une autre. Que ce soit des dollars, que ce soit, tu fais juste transférer. Mais là, la différence, c'est que tu contrôles, au lieu de contrôler le marché du dollar, que tu contrôles déjà, ben, tu peux contrôler le marché des bitcoins. Et si jamais les maudits Chinois ou les Brésiliens ou quiconque décide de te faire chier et de faire des transferts entre eux par-dessus tes oreilles, tu peux effondrer le marché d'un matin en liquidant des bitcoins en quantité suffisante pour le déstabiliser. Et soudainement, cette transaction devient complètement à l'envers. Donc, les Américains essaient autant que possible d'accumuler de la manière que moi je l'interprète. C'est moins pour utiliser ces bitcoins-là pour transiger que c'est pour déstabiliser le marché et l'influencer à leurs besoins. Alors donc, initiative très intéressante de Donald Trump là-dessus. On continue rapidement avec cette histoire de drone au New Jersey. Une histoire absolument fascinante, alors qu'on apprend qu'il y a donc des drones qui sont aperçus au-dessus d'un certain nombre d'installations stratégiques militaires aux États-Unis. Question de bases militaires, mais aussi question notamment de réservoirs d'eau potable. Des drones assez volumineux, des énormes machines d'environ 6 pieds d'envergure, environ 2 mètres pour les Français. qui sont environ 3000 pieds, 1000 mètres en altitude et qui sont pendant plusieurs heures stationnaires à un seul endroit. Les gens essaient de les photographier. Les photos sont très ordinaires. On s'entend, il y a beaucoup de gens qui photographient n'importe quoi et c'est ce qui rend très difficile de faire du sens là-dessus parce que à mesure où cette histoire est devenue un peu plus publicisée, où les gens l'ont appris, ben les gens ont commencé à regarder dans le ciel et à photographier tout ce qu'ils voyaient. Et là, ce qu'on a, c'est essentiellement 5000 photos d'avions et de trafic aérien normal à des altitudes parfaitement et visiblement des avions
et à peu près 5 ou 6 photos intéressantes de possiblement il y aurait un drone et ça ressemble à une forme de quadricoptère. Donc, difficile de savoir exactement ce qui se passe en ce moment. Et d'ailleurs, je suis pas le seul. Au moment où on se parle, le FBI, l'armée américaine, les services de renseignement, tout le monde regarde autour d'eux en se demandant, ben c'est pas nous, c'est-tu vous? C'est-tu vous? Tout le monde présume que c'est quelqu'un à l'intérieur du gouvernement américain. Et d'ailleurs, moi, c'est aussi ma conclusion. Je présume que c'est une des agences, une des organisations à l'intérieur du gouvernement américain qui est pas en train de tester, mais qui est bien en train de déployer pour une mission très précise. Et ça, on pourrait continuer tout à l'heure à savoir, qu'est-ce qu'ils peuvent faire exactement, à quoi ça pourrait servir. On peut spéculer là-dessus. On n'a pas vraiment plus d'informations qu'un autre. Une chose est sûre, c'est que personne ne sait actuellement d'où ça vient, à qui ça appartient. Il y a été question pendant un moment, est-ce que ça pourrait appartenir à quelqu'un d'autre? Mais là, il faut comprendre à la logistique. Ces drones-là qui volent pendant 6, 7, 8 heures consécutivement, c'est à peu près la limite opérationnelle de ce qu'on est capable de faire actuellement. Juste à cause des lois de la physique, il y a une limite au temps qu'un drone d'environ 6 à 7 pieds, 2 mètres d'envergure peut voler en vol stationnaire et retourner à sa base. Il faut toujours bien qu'il soit récupéré. C'est pas des drones, du moins à ce qu'on comprend, c'est pas des drones à usage unique qui s'autodétruisent. Il faut qu'ils retournent à quelque part et ils ont une durée de batterie limitée. Alors donc, à qui appartiennent-ils? D'où ils viennent? Où est-ce qu'ils se posent? Les services de police aux États-Unis ont une autorité limitée, sont pas vraiment en mesure de faire quoi que ce soit. Les bases aériennes et les bases militaires aux États-Unis n'ont pas de mandat, n'ont pas l'autorité pour intervenir en dehors des limites très, très circonscrites de leur base. Donc, tout le monde pointe dans la direction du suivant. À se demander, mais qui va faire quelque chose? Et là, c'est les services de police des municipalités en ce moment qui sont en train de déployer des hélicoptères pour aller voir. Mais ce qu'ils nous disent, c'est que quand ils s'approchent, les lumières des drones se ferment et ils s'en vont. Donc, il y en a qui ont spéculé que c'était possiblement l'Iran. Je n'y crois pas. L'Iran, clairement, n'a pas de technologie aussi avancée. Écoutez, ils les utiliseraient contre Israël. Ils feraient autre chose que de lancer des missiles et de les faire tous intercepter dans le ciel israélien. Et je vous invite aussi à un peu de gros bon sens. Pensez-vous vraiment que des appareils hostiles appartenant à une puissance étrangère seraient dans le ciel américain avec des lumières rouges et vertes qui flashent très... Non. Et c'est ce qui permet actuellement de voir les drones en question, c'est qu'ils sont illuminés. Ils ont des lumières rouges et vertes. Certains ont même un énorme spot blanc, un projecteur blanc. Donc, il n'est pas vraiment crédible de penser que c'est des acteurs étrangers. Ma théorie, c'est qu'il y a un 99,999% d'hystérie de masse, qui est juste tout le monde qui regarde dans le ciel pour la première fois et qui prend tout en photo et qui documente tout en étant persuadé. Pour le moment, le gouvernement américain, de par la Maison-Blanche, de par M. John Kirby notamment, porte-parole du département de la Défense, nous dit « il n'y a rien. On cherche, il n'y a rien, il n'y a pas un seul signalement qu'on a été capable de confirmer jusqu'ici. Peu importe à quel endroit. » Donc, on parle beaucoup du New Jersey, on a parlé également de la base de Ramstein en Allemagne, il y a été question d'une base au Royaume-Uni également. Donc, clairement, beaucoup d'événements où des drones vont survoler des installations militaires. Ça, ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est de voir un peu la confusion autour de tout ça et l'aspect simultané de plusieurs de ces signalements. Tout ça dans un seul endroit, avec des drones relativement similaires qui ont des comportements étranges, où on dit normalement, les drones qui font des vols de nuit ont une fonction très précise. Ils sont pas là pour faire de la photographie, on voit pas grand-chose la nuit, ils font pas de la cartographie non plus. Certains vont faire un peu de lidar essentiellement, donc essayer de prendre des mesures sur le sol, mais pour la plupart, ce sont des drones qui sont tout simplement des drones commerciaux, qui sont envoyés par les gens, qui se promènent un peu à gauche, à droite. Donc, difficile d'identifier qu'est-ce qui est quoi. Pour ma part, je crois que s'il y a quelque chose pour vrai, ce serait probablement des drones du gouvernement américain lui-même. Et c'est pas parce qu'ils sont en train de mentir à tout le monde et que toutes les agences, c'est vraiment qu'ils savent pas.
C'est vraiment qu'ils sont pas au courant. Et je vous dis ça, vous allez dire, t'es naïf, c'est par expérience. C'est après avoir travaillé sur cette histoire du ballon chinois qui avait traversé l'espace aérien américain, où on avait fait toute une espèce de crise du bacon. On avait constaté, en fait, que les Américains, au début, c'était beaucoup de confusion. Où tout le monde voyait le ballon, tout le monde l'avait vu venir, mais tout le monde était persuadé que quelqu'un d'autre s'en occupait. Que l'armée était sûre que c'était NORAD, et NORAD était sûr que le Canada, ils avaient à l'œil, et le Canada était sûr que les États-Unis étaient sûrs que c'était le département de la Défense, eux étaient sûrs que c'était le service secret. La CIA, personne n'était au courant de qui faisait quoi. Et ça, il ne faut pas s'en surprendre. C'est très typique d'une bureaucratie de ne pas se parler, de ne pas être au courant de ce que fait le suivant, et particulièrement quand on rentre sur des secteurs où il y a de l'entrechassement comme ça, où tout le monde se pile sur les pieds. D'abord, il y a cette confusion naturelle où on présume que c'est pas notre mandat, que c'est le mandat de quelqu'un d'autre, mais il y a aussi une jalousie par rapport à l'information, où les organisations vont avoir tendance à préserver l'information de manière très jalouse et s'assurer que personne d'autre puisse l'avoir. On ne la partage pas. Et c'était notamment un phénomène tellement grave dans la communauté des services de renseignement qu'il a fallu créer des organisations pour chapeauter tout ça. Et vous avez justement aujourd'hui comment ça s'appelle le poste qu'on veut donner à Tulsi Gabbard, je pense que c'est Director of National Intelligence, quelque chose comme ça. L'idée, c'est l'organisme qui supervise la collaboration et qui assure la cohésion entre les différents bras armés, si on veut, des États-Unis, des services secrets, services de renseignement, CIA, Homeland Security, etc. Il faut que tout ce monde se parle. Il faut que l'information circule. Et c'est un problème assez grave qu'on a créé des organisations, donc je ne serais pas surpris qu'en ce moment, est-ce que c'est DARPA? Est-ce que c'est le ministère de la Défense? Est-ce que c'est la CIA? Est-ce que c'est Homeland Security? Est-ce que c'est les douanes? Est-ce que c'est le service secret? Parce qu'on a rapporté beaucoup de ces drones autour de Bedminster, au terrain de golf de M. Trump. Il faut comprendre que c'est des propriétés qui sont effectivement extrêmement sensibles. C'est des propriétés qu'on doit protéger, que le service secret a sous sa responsabilité. Donc, à qui sont ces drones? Ce qui semble réaliste, c'est que ce sont des drones du gouvernement américain, mais que personne actuellement est en mesure de mettre le doigt dessus. Et qu'est-ce qu'ils font? Et ça, c'est là qu'on arrive sur la spéculation. Parce que si effectivement ce sont les drones du gouvernement américain, et qu'effectivement, beaucoup des agences qui actuellement cherchent à comprendre ne sont pas en mesure de mettre le doigt dessus, et que l'agence, il y a quelque part dans le gouvernement américain, il y a quelqu'un qui est responsable de ça. Pourquoi lui ne lève pas la main? C'est nous. Correct. Arrêtez de paniquer. C'est nous. Au moins d'informer les autres agences. La théorie la plus plausible, c'est que ces drones-là sont déployés pour une raison urgente et impérative qui supersède tout le reste, qui subordonne tout le reste. Où on se dit c'est trop important pour en parler au public, c'est trop important pour partager l'information avec les autres agences pour que eux viennent intervenir ou perturber cette opération-là. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Écoutez, ces drones-là peuvent chercher pour quelque chose ou chercher pour quelqu'un. C'est à peu près la seule chose qu'ils peuvent faire la nuit. Avec des caméras infrarouges, avec des caméras thermiques, c'est chercher pour quelque chose ou pour quelqu'un. Maintenant, c'est quoi? C'est qui? Bonne question. Mais moi, ma théorie, c'est que s'ils sont là et qu'il y a une agence qui les envoie, qui sait qu'ils sont là, mais qu'on ne le déclare pas et qu'on les maintient malgré le fait que tout le monde cherche à quoi, on aurait arrêté. On aurait arrêté visiblement devant cette urgence. Et si vous voulez dire, ben non, ils testent quelque chose, ils auraient testé ça dans le milieu du désert. Là. Il y a de la place en masse. On aurait testé ça en Alaska. On aurait testé ça à Hawaï, à Guam, sur une des nombreuses installations américaines à l'international. On aurait, sur Diego Garcia, on aurait examiné ça ailleurs qu'au-dessus de la côte est américaine, au-dessus des centres de population. Donc moi, ma théorie, c'est on cherche pour quelque chose ou quelqu'un, et c'est la raison pour laquelle ces appareils sont dans les airs et qu'on refuse d'informer les autres agences et qu'on refuse de stopper la mission.
devant le mini-scandale qui est en train de se développer. Et là, vous avez Donald Trump qui dit, shoot them down. Tirez-les. Sinon, informez-nous. Et c'est exactement en passant ce qui crée la méfiance des Américains vis-à-vis de leur propre gouvernement. Tu sais, c'est cette tendance à retenir l'information. Et si ce n'est pas le gouvernement américain, vous comprenez à quel point c'est une démonstration d'incompétence hallucinante. Mais moi, je n'y crois pas. Je n'y crois tout simplement pas que ce ne serait pas les Américains. Parce que je me dis, ce ballon chinois, oui, on a ri, puis on l'a regardé passer pendant un moment, mais on savait que c'était un ballon chinois. Immédiatement, on était au courant. On savait c'était quoi. On n'a peut-être pas intercepté, mais on savait de quoi il s'agissait. Donc, l'idée selon laquelle, non, il y a quelque chose dans le ciel, et à 1000 pieds, 1000 mètres, 2000 mètres dans le ciel, et les Américains le laissent là, ils font rien. Au-dessus des bases militaires, au-dessus, puis il y a personne qui le prend en photo. Puis j'ai de la misère à croire ça, vraiment. Alors, là-dessus, j'avoue que je permets de dire, il y a probablement 99% qui est de l'hystérie, qui sont des photos, qui sont n'importe quoi, et ça fait l'affaire du gouvernement américain. Ils sont se mettent dans leur contexte, puis qu'ils ont effectivement une mission à faire, puis ce que les gens prennent en photo, c'est le fil d'actualité est inondé de photos de trafic aérien normal. Alors, je veux qu'on passe quelques minutes sur le Moyen-Orient. On se déplace vers la carte. Alors donc, on se retrouve ici devant la carte pour parler un peu des développements au cours de la dernière semaine en Syrie. On sait que Bachar al-Assad s'est effondré. On sait que les rebelles ont pris le contrôle du gouvernement puis qu'ils sont déjà en train de lancer des signaux à la communauté internationale comme quoi ils veulent être normalisés. J'en parlais la semaine dernière, c'est vraiment les rebelles cotés en bourse. C'est les rebelles TM. Des rebelles qui sont clairement assez politiquement sophistiqués pour se positionner sur la scène internationale et être normalisés assez rapidement. D'abord, ils ont l'appui de la Turquie, il faut le comprendre. La Turquie est un joueur extrêmement influent dans la région et c'est clairement le plus gros backer actuellement, le plus gros appui des rebelles de HTS, Hayat Tahrir al-Sham, qui ont pris le contrôle de la Syrie au cours des derniers jours et des dernières semaines, devrais-je dire. Pour ce qui est de Bachar al-Assad lui-même, alors que ces nouveaux intervenants sont en train de s'installer, on a appris un peu plus de comment ça s'est passé, pourquoi Bachar al-Assad est tombé aussi rapidement. Premièrement, une information qui, moi, m'a jeté par terre, et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Assad était en Russie au moment où les rebelles ont commencé à prendre le contrôle. Au moment où l'offensive rebelle a été lancée, Assad n'était pas au pays, il était en Russie avec sa femme qui apparemment se ferait soigner pour un cancer ou pour une maladie quelconque. Il manque de clarté là-dessus. Donc, la famille d'Assad était déjà en Russie. Assad, individuellement, personnellement, se trouve en Russie, ce qui explique tellement de choses. Par rapport à pourquoi l'armée syrienne ne s'est pas battue, c'est qu'il y avait personne au volant. C'est que tout le monde disait, mais qu'est-ce qui se passe? Il est où? Je sais pas, il est où? Personne ne le savait. Le fils de Bachar al-Assad a donné sa soutenance de thèse de doctorat. Est-ce que c'était à Damas? Assad n'y était pas. Le reste de la famille étendue y était. Assad, sa femme, n'y était pas. Donc, clairement, il y avait une espèce de vide à la tête du régime dans les jours qui ont précédé la chute totale et ce qui a probablement permis une espèce d'indécision, si on veut, dans l'armée syrienne qui, clairement, n'a pas arrêté de se reculer, et qui ne s'est jamais vraiment battue. Et c'est ce que nous disaient d'ailleurs les Iraniens, c'est ce que nous disaient les Russes, et c'est ce que même disaient les Américains, à savoir, mais c'est comme l'armée syrienne ne se bat pas. C'est pas les rebelles qui avancent, c'est l'armée qui recule. Et donc, les Iraniens se sont retirés en disant « Excusez-nous, mais si les Syriens se battent pas pour leur pays, on va certainement pas se battre pour eux. On peut les appuyer, mais on peut pas mener le combat avec quelques centaines d'hommes qu'on a sur place, quelques milliers d'hommes. » Même chose pour ce qui est de la Russie, qui immédiatement, quand elle a compris que les hommes d'Assad n'étaient pas tout à fait déterminés à se battre pour leur pays, ils ont publiquement déclaré que c'était la raison qui motivait leur sortie. Ensuite, on a des développements par rapport à les fameuses bases russes. On s'en est parlé la semaine dernière. La base, notamment, base aérienne ici, même, et la base de Tartou, la base navale. Deux installations extrêmement importantes pour la Russie. Je vous le mentionnais un peu la semaine dernière. Pourquoi? Je pense que ça vaut la peine d'y retourner, étant donné que j'avais pas l'avantage de la carte la semaine dernière. Je m'en excuse d'ailleurs, ça aurait probablement facilité le processus. Vous voyez la Russie ici.
on n'a pas vraiment accès aux océans du monde avec des ports en eau profonde. Tout ça, c'est gelé à longueur d'année. Le nord de la Russie, tout ça, il n'y a pas moyen d'envoyer des navires. La seule manière, c'est de passer complètement à l'est, à travers les ports, donc dans l'est de la Russie, particulièrement autour de Vladivostok. Ça permet à la Russie d'avoir accès à l'océan de ce côté. Maintenant, pour ce qui est de la flotte occidentale, la Russie n'a absolument aucune manière d'accéder à la mer. On a Kaliningrad ici, bien sûr, mais vous comprendrez que Kaliningrad, en temps de guerre, serait bloqué très rapidement. La mer ici, la mer Baltique, serait essentiellement bloquée tant par les alliés de l'OTAN que par juste les actions des pays européens eux-mêmes et par la menace militaire qui existe déjà sur place. On sait que le Danemark fait partie de l'OTAN, la Norvège, Suède, Finlande maintenant, tous ces joueurs qui viennent ajouter de la pression avec Estonie, Lettonie, Lituanie. Donc la Russie n'a pas accès à Kaliningrad en temps de guerre. Ça l'amène où? Ça l'amène maintenant ici au sud avec, maintenant on a la Crimée, on pourrait ajouter le sud de l'Ukraine, et on avait ces installations, notamment à Sébastopol, sur l'est, si on veut, de la péninsule de la Crimée. Encore une fois, c'est pas disponible en temps de guerre. Vous avez le traité de Montreux, notamment, qui force la Turquie à empêcher le transit des navires de guerre par le détroit de Dardanelles et les Bosphores en temps de guerre. Donc, l'accès, le transit entre la mer Noire et la Méditerranée est entièrement bloqué en temps de guerre. Et d'ailleurs, on le voit déjà en ce moment, à travers la guerre en Ukraine, la Turquie applique le traité et empêche le mouvement des navires de guerre dans Bosphore, Dardanelles. Donc ça, c'est un premier point. La Russie est obligée de se déplacer non seulement du nord, de Kaliningrad. Là, on se retrouve ici, on n'a toujours pas accès, la flotte est encore enclavée. Il fallait se retrouver en Syrie. Et c'est là toute l'importance capitale de la base de Tartou, la base navale, qui permettait à la Syrie d'avoir un accès vital à la mer qui lui permettait d'accéder à la Méditerranée en temps de guerre. Et ça, c'était donc absolument vital pour la posture stratégique de la Russie. Et sans dire, bon, vital comme dans c'est nécessaire pour que la Russie survive, vous comprendrez que c'est vital au sens où la Russie n'est pas militairement aussi viable si elle perd Tartou et si elle perd sa présence en Syrie. Donc, la Russie avait vu une belle opportunité là-dessus. Et c'est pas nouveau en passant. Les installations navales à Tartou, on les a renouvelées. On a renouvelé la présence russe à partir de 2015, au début de la guerre civile, où ça s'est vraiment intensifié, la guerre contre l'État islamique. La Russie a vraiment augmenté sa présence. Mais pendant très longtemps, les Russes ont été en Syrie. Depuis autour de 1971, je crois qu'on a ouvert la base de Tartou durant l'ère soviétique. Donc, c'est quelque chose stratégiquement qui fait vraiment partie de l'identité, si on veut, du Kremlin. On a toujours eu accès à cette base, à ces installations en Syrie. Et là, ce qu'on apprend aujourd'hui, alors que, bon, on avait commencé à évacuer les navires, on avait commencé à évacuer les ressources depuis Tartou et même, on apprend que la Russie est en train de négocier avec les rebelles syriens pour conserver ces installations et son bail qui avait été signé précédemment avec le gouvernement Assad. C'est pas impossible, c'est pas garanti, on s'entend, mais c'est pas impossible parce que il y a bien sûr un intérêt pour les rebelles de maintenir les engagements internationaux du régime Assad malgré sa chute. Ça permet de maintenir la crédibilité du gouvernement, ça permet de maintenir... Et c'est souvent ce que vont faire en passant les rebelles lorsqu'ils prennent le contrôle, ou des révolutions, lorsqu'ils prennent le contrôle d'un pays, on va s'engager rapidement à maintenir les engagements internationaux. C'est-à-dire, en passant, ceux qui étaient nos alliés, vous êtes encore nos alliés, ceux qui sont nos amis, vous êtes encore nos amis, on ne change rien de ça. Il y aurait peut-être un intérêt. Maintenant, il y a quand même un antagonisme naturel entre les rebelles syriens qui viennent de prendre le contrôle et tout cet axe, si on veut, qui était en faveur de Bachar al-Assad. Oui, la Russie, oui, l'Iran, et plus largement la communauté chiite du monde musulman. Les rebelles qui sont d'appartenance sunnite n'ont absolument aucun amour pour la Russie. Donc, ce sera un deal parfaitement transactionnel. Si jamais la Russie est en mesure de maintenir sa présence en Syrie, alors c'est qu'on a payé quelque chose. Et là, il y a effectivement un intérêt pour le régime syrien qui vient de s'installer, le Hayat Tahrir al-Sham, qui pourrait vouloir une infusion d'argent, qui pourrait vouloir du capital. Et donc, oui, pour la Russie, on devrait re-signer une nouvelle entente et probablement déployer une quantité de capital pour maintenir l'accès à ces installations. Maintenant, vous comprendrez que ça place la Russie dans une drôle de position. Parce que c'était facile de maintenir ces installations, cette relation productive et une posture en Syrie quand on était
dans une alliance ouverte avec le régime. Quand Bachar al-Assad était un allié naturel, à partir du moment où on rentre toute cette axe de complications avec les autres joueurs régionaux, notamment avec l'Iran, là, ça devient un peu plus compliqué pour la Russie de s'entendre et avec l'Iran, et avec tous les acteurs régionaux, mais aussi avec les rebelles qui viennent de prendre le contrôle en Syrie. Ça devient beaucoup plus complexe pour le Kremlin. Donc, ici, il va y avoir vraiment un jeu d'équilibristes. Et, entre vous et moi, il y a quelqu'un qui va pousser très fort pour pas que ça arrive. Washington. Pensez-vous, les États-Unis, on a appris d'ailleurs cette semaine que, quand je vous dis on essaie de se normaliser, les Américains sont déjà en négociation, en discussion active avec les rebelles de Hayat al-Sham pour essayer d'établir les paramètres, de définir le carré de sable dans lequel la collaboration avec les États-Unis, la normalisation va se produire. Sous quelles conditions on accepterait de normaliser justement Tahrir al-Sham? Parce qu'on le sait, encore en ce moment, il y a une désignation de groupe terroriste par les Américains qui complique bien sûr le processus considérablement. Donc, si on veut prendre le contrôle de la Syrie et être un gouvernement légitime qui a les Américains ne toléreront pas une relation avec la Russie. Ou du moins, on va mettre énormément de pression pour ne pas que ça se produise. Et les rebelles syriens, à part l'argent, n'ont pas vraiment un grand intérêt à maintenir cette relation avec la Russie, avec l'Iran et avec tout le monde. Au contraire, ils vont vouloir s'en débarrasser au plus vite. Maintenant, il y a un certain nombre de questions très intéressantes qui émergent par rapport à la situation dans la région. On se parlait de l'influence de la Turquie, à savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec les Kurdes spécifiquement, qui occupent toute cette région au nord. Les Kurdes qui sont, en passant, appuyés par les Américains dans la région. On a également les Turcs qui affrontent les Kurdes dans cette région. On se demande comment va se positionner la Turquie. Pour le moment, il n'est pas complètement exclu que les Kurdes et HTS, Hayat al-Sham, arrivent à une entente et qu'ensemble conviennent que la guerre est terminée, qu'il n'y aura pas de prolongation du conflit. Parce que ce que nous disent les rebelles de Hayat al-Sham en ce moment, les rebelles qui viennent de prendre le contrôle de la Syrie, c'est qu'on est épuisé, que le peuple syrien ne veut plus de la guerre. Et donc, premier point, on parle à Israël, où on dit à Israël, on le sait, là, tu viens de prendre encore plus de territoire en Syrie. Israël, cette semaine, vient d'annoncer, quand je vous disais la semaine dernière, on va commencer à briser les bouteilles à chaque fois que je fais des prédictions. Et là, en voulant une prime, on ouvre à l'intérieur. Je vous disais, Israël s'est pris un bout de Syrie et ça va rester. Mais effectivement, ce qu'on a vu cette semaine, c'est qu'Israël, non seulement s'est pris un bout de Syrie encore plus grand que ce qu'on possédait dans le plateau du Golan, au-delà de la zone démilitarisée, mais encore plus, Israël a ordonné de doubler la population dans les colonies des plateaux du Golan. Donc l'idée, bien sûr, c'est que les Israéliens sont en train de consolider leur présence sur le plateau de Golan, en sachant très bien que la Syrie est vulnérable. On a mené une série d'attaques ici, partout dans le sud-ouest de la Syrie, alors qu'on a dépouillé le nouveau régime essentiellement de toutes les ressources militaires dont disposait le régime Assad avant son effondrement. On avait ici, bien sûr, tout un éventail de bases militaires, d'installations, de ressources, de dépôts de munitions, mais aussi de sites radars, etc. Tout ça a été liquidé par les Israéliens en quelques heures seulement dans une opération éclair pour littéralement faire le ménage. Ce qu'on a dit, c'est qu'on voulait repousser quelques menaces militaires. Maintenant, ce que ça fait, dans le génie israélien, c'est qu'Israël a créé un ennemi au jour 1. Alors que la Syrie est arrivée, essentiellement, c'est fou complètement. Les rebelles sont arrivés en disant on n'a rien contre Israël, c'est correct, on veut plus de guerre, c'est terminé, on veut juste consolider notre territoire, pendant qu'Israël est en train d'attaquer leur territoire. Il y a pas de... Je veux juste qu'on soit clair, là, qu'il n'y a pas d'ambiguïté à savoir qui est un acteur d'instabilité dans la région, là. Il y en a un. Donc Israël a décidé de mener des frappes et essentiellement de se créer un nouvel ennemi pour aucune raison, avec un État qui arrivait avec pas particulièrement d'animosité et qui n'avait aucune aspiration offensive envers Israël. Quand même, on a redéfini la région là-dessus et ce que ça fait, en fonction pratique, c'est que ça vient compliquer le rôle de Hayat al-Sham qui essaient de ne pas partir en guerre contre Israël et qui se font attaquer au même moment.
ça vient de compliquer leur relation et leur position, justement, d'un peu de laxisme vis-à-vis Israël, où on tolérait la présence israélienne aux frontières. Ben là, soudainement, on vient un peu de motiver HTS à tenir Israël comme ennemi, ce qui est étrange, mais ce n'est pas incompatible avec les intérêts israéliens de diviser pour mieux régner, d'augmenter la présence dans la région et de s'assurer que la Syrie reste aussi instable que possible. Donc, la question est maintenant de savoir qu'est-ce que la Turquie va faire. Parce que la Turquie, naturellement, ne veut pas que la Syrie normalise avec les Kurdes. Elle voudrait au contraire leur mettre la volée de leur vie et en finir une fois pour toutes avec les Kurdes. Donc moi, ma prédiction, et ce que je vous dis risque de se produire au cours des prochains mois, c'est triste, je suis désolé d'apporter des mauvaises nouvelles, mais l'Irak s'apprête à dégénérer complètement. Pour vous mettre un peu de contexte, l'Irak est une majorité chiite, a été gouvernée pendant des années par les sunnites de Saddam Hussein. Quand Saddam est tombé, la majorité chiite a pris le pouvoir. Les Iraniens aussi sont chiites. C'est donc une des grandes erreurs stratégiques américaines. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, c'est ce que les stratèges américains dénoncent le peu, c'est dire d'avoir fait tomber le gouvernement sunnite minoritaire en Irak. Ça a invité l'influence iranienne et c'était évident, c'était facile à prédire. Ben, c'est exactement ce qui s'est produit. L'Irak est aujourd'hui à toute fin pratique un ami, et pour ne pas dire un État client, un État satellite de l'Iran, où les proxys iraniens sont très actifs, on a des milices iraniennes qui sont très actives, et au nord ici, vous avez nos amis les Kurdes, qui participent à tout ça. Les Américains également, qui ont des installations dans le nord de l'Irak. Tout le monde vient jouer un peu dans ces plates-bandes. Donc maintenant que vous aviez ce régime séculaire, si on veut, de Bachar al-Assad, qui refusait l'appartenance islamiste, religieuse quelconque, ne s'attachait pas particulièrement sunnites, chiites. Mais là, vous avez des sunnites convaincus, des islamistes sunnites convaincus qui viennent de prendre le contrôle en Syrie. Et juste à côté, vous avez une majorité chiite qui exerce de la pression maintenant sur ce nouveau gouvernement, à travers l'influence de l'Iran. Donc, où va aller la puissance américaine? Où va aller la puissance turque? Où va aller la puissance syrienne? Où va aller l'influence israélienne? Où tout le monde va porter son attention pour les quelques prochains mois, quelques prochaines années? Ma prédiction, c'est que l'Irak s'apprête à dégénérer, ça devient le nouveau carré de sable, le nouveau terrain de jeu, si on veut, pour cet affrontement dans le Moyen-Orient, alors que ici, ça se consolide, mais que cet affrontement entre sunnites, chiites et cette influence, elle va se rencontrer au beau milieu de l'Irak. Et la question devient, est-ce que les Kurdes vont se ranger avec la Syrie? Est-ce qu'ils vont réclamer leur propre espace? Parce que vous comprenez qu'un bon deal pour la Syrie, ce serait de dire, ben écoutez, on veut pas fractionner la Syrie en deux puis avoir un territoire kurde autonome au nord. Mais ce qu'on peut faire, c'est que vous avez déjà un Kurdistan irakien. C'est ce qu'on appelle le Kurdistan, le Kurdistan de l'Ouest, Kurdistan du Nord, Kurdistan de l'Est, essentiellement. Donc, vous avez déjà une région ici que vous réclamez. Pourquoi vous n'en allez pas de ce côté? Nous, on va vous aider, on veut se débarrasser de toute manière, et ça permettrait d'avoir un régime ami à nos frontières, plutôt que d'avoir un régime ennemi qui serait, bien sûr, régime chiite irakien. Attendez-vous à ce que ça brasse énormément en Irak au cours des prochains mois. Et là-dessus, je continue avec une autre observation que j'ai faite au cours des derniers jours et visiblement, encore une fois, on devrait briser une bouteille. Donald Trump et son administration, clairement, manifestement sont d'accord avec moi là-dessus parce que j'observais la semaine dernière, ceux qui me suivent sur Facebook notamment, j'observais la semaine dernière que, attention, maintenant que l'Iran a perdu son axe de la résistance, qui est complètement éclaté, avec la perte de son influence et la neutralisation, si on veut, des Houthis au Yémen, la neutralisation du Hamas, du Hezbollah, la neutralisation du régime Assad, de sa présence en Syrie, l'Iran perd tous ses instruments pour apporter un contrepoids géopolitique. Ça a toujours été la stratégie iranienne, ça a été de se donner ces nombreuses extensions, ces bras armés, ces tentacules à travers la région qui permettaient d'exporter un peu le combat à l'extérieur et de repousser ça plus loin des frontières iraniennes. Maintenant, et ça c'est une manière pour l'Iran, si on veut, d'assurer sa place et d'avoir une capacité de dissuasion. On peut pas faire ce qu'on veut à l'Iran parce que l'Iran pourrait répondre à travers ses proxys. C'était ça la logique. Ben là, une fois qu'on a perdu tout ça, l'Iran a toutes les motivations du monde
de fabriquer des armes nucléaires. Et c'était essentiellement la stratégie iranienne, c'était de se créer une capacité de dissuasion. Et l'enjeu avec lequel on négocie, l'enjeu qu'on essaie bien sûr de traiter avec l'Iran le plus activement, c'est ce fameux programme nucléaire. Que les Iraniens hésitent depuis quelques années à savoir qu'est-ce qu'ils en font, est-ce qu'on produit des armes, est-ce qu'on produit pas des armes, on l'utilise comme levier. Ben là maintenant, il devient un peu manifeste que l'Iran, le contexte, commande et exige qu'on fabrique un nouveau dissuasif. Ça peut ne pas être des armes nucléaires. Mais vous comprenez que dans ce contexte, il faut un nouveau dissuasif. La stratégie géopolitique de l'Iran vient d'être nullifiée en quelques mois. C'est un nouveau Moyen-Orient. Et c'est pourquoi ça nous invite à regarder vers l'Iran et à dire qu'arrivera-t-il de ce programme nucléaire? Et quand je vous dis, manifestement, l'administration Trump est d'accord avec moi là-dessus, ben c'est qu'on apprend cette semaine, en toute surprise, que les conseillers de Donald Trump et l'administration entrante pour le 20 janvier est activement en train de considérer en ce moment une opération contre le programme militaire iranien, d'aller une frappe préventive militaire contre le programme militaire nucléaire iranien. On en a parlé à quelques occasions, la possibilité pratique, comment ça se pourrait faire, à quel point c'est compliqué pour Israël de faire ça. Probablement que ce ne seraient pas les Américains qui le feraient, ce serait Israël. On mentionnait qu'Israël n'avait pas les bombes suffisamment grosses, n'avait pas les moyens de les livrer, des avions suffisamment puissants. Ma théorie, c'est pas que Trump va envoyer des avions américains, ce serait un peu politiquement embarrassant pour un président qui s'engageait à pas exacerber des conflits au Moyen-Orient. J'imagine qu'on va plutôt donner à Israël tout ce qu'on a besoin pour aller mener cette frappe-là et qu'on va essentiellement donner carte blanche. Dire à Israël, fais ce que tu as besoin. Avec appui des États-Unis, un appui clair et public, comme quoi vous ne répondez pas à ça. Israël va faire ce qu'ils ont besoin de faire. Ce serait suffisant. On avait déjà mentionné qu'Israël réfléchissait à une possible frappe et les Américains ont dû tenir la laisse jusqu'à la dernière seconde et offrir des cadeaux à Israël pour ne pas qu'il frappe. On avait parlé de tout ça dans la revue de presse. Ben là, visiblement, aujourd'hui, le contexte vient radicalement de changer et l'observation que je vous fais, c'est exactement les motivations qui sont derrière l'effort de l'équipe Trump actuellement. C'est qu'on dit, attention, après la chute du régime de Bachar al-Assad et la décomposition de l'axe de la résistance, l'Iran a besoin d'un nouveau dissuasif. Alors, faites attention à l'Irak, faites attention à l'Iran, ça va brasser énormément au cours des prochaines semaines. C'est vraiment la grosse différence que moi j'observe dans la région. En terminant, un retour rapide sur la dernière vidéo. Je vais juste apporter certaines précisions. Je sais que plusieurs d'entre vous me posaient des questions sur la souveraineté, sur l'indépendance, etc. Je veux juste clarifier. Par respect pour ceux qui sont abonnés à 7 jours sur Terre avec autre chose en tête, par respect pour tous ceux qui sont à l'international, qui nous regardent et qui n'ont pas vraiment un intérêt particulier pour la question et qui veulent qu'on parle plus de politique internationale, je n'ai pas l'intention de faire de la politique active. J'ai pas l'intention de faire du militantisme, je n'ai pas l'intention de faire la pédagogie de la souveraineté. J'ai seulement posé un regard sur l'état actuel du Canada dans le contexte de sa relation avec les États-Unis. Si vous me demandez de préciser cette prise de position, ce que je pense et pourquoi ça va me faire plaisir. Ça, c'est de la géopole et on va en parler aussi longtemps que vous le voulez. Ça concerne le Québec, ça concerne le Canada. Mais ce n'est pas à moi de monter la cause de l'indépendance. C'est pas à moi de vous convaincre. J'ai pas l'intention de le faire. C'est pas la mission que je me donne. C'est aux Québécois de déterminer leur avenir politique. Les souverainistes, ils ont des institutions, ils ont des partis politiques, ils ont des ressources parlementaires considérables, de l'argent en masse, des canaux officiels 1000 fois plus puissants que le mien, et ils sont littéralement payés pour faire ça. Vous avez un chef payé à coût de 200 000 $ par année pour vendre l'indépendance, demandez-y de le faire. Et je veux pas vous dire que je suis pas, juste que c'est pas mon travail et que je peux pas dénaturer mon entreprise pour les causes de l'indépendance et pour la cause de la souveraineté, c'est pas mon intention. Donc, ceux qui espèrent ça, je vous déçois, je m'excuse. Ceux qui espéraient que ce soit pas ça, ben je vous rassure, ce n'est pas du tout mon intention. 7 jours sur Terre, ça reste 7 jours sur Terre. Maintenant, est-ce que je peux faire un regard sur le Canada sans dire ce que je pense? Écoutez, je peux pas créer une vidéo sur le Canada qui explique à quel point c'est un pays n'importe quoi, qui s'est vidé de sa substance, qui n'a pas d'identité, c'est un pays qui n'en est pas un,
est terminé sur cette note-là. La réalité, c'est qu'il y en a eu une réponse. La réalité, c'est qu'il y a une conclusion naturelle à l'épopée française en Amérique du Nord, puis c'est l'indépendance et la liberté. Puis ça, ben, ça prend pas la tête à Papineau pour le réaliser. Puis je pense qu'avec un peu de contexte historique, on constate qu'effectivement, le Canada une structure politique qui n'est pas viable. Ça l'a jamais été, ça a toujours été dépendant d'un intrant étranger, ça a toujours été dépendant d'une culture étrangère, ça a été une succursale du Royaume-Uni qui ont décidé de fermer. C'est pas une hostilité contre le Canada anglais, c'est pas une hostilité contre les provinces du Canada anglais, au contraire, je pense avec beaucoup de sincérité. Je le crois vraiment au plus profond de moi-même qu'on serait des amis, qu'on aurait des meilleures relations si on n'avait pas à subir les décisions les uns des autres. Si on pouvait chacun prendre notre destin en main, que les Albertains pourraient subventionner leur production énergétique, que nous, on pourrait aller dans une direction avec l'hydroélectricité, qu'on pourrait chacun exister dans notre espace sans subir les décisions de l'autre. Je pense qu'on aurait des relations beaucoup plus productives. Puis ça, là-dessus, bon, je me fais pas d'illusions, mais ne vous attendez pas à moi que je convainque les Québécois de faire l'indépendance. Les Québécois, démonstrativement, n'en veulent pas. Il y a une chose à parler sur la pertinence du projet et le réalisme du projet. Il y en a là-dedans qui vont dire, franchement, c'est impossible. C'est-tu possible? C'est-tu pas possible? Ça, c'est vous qui décidez. Là. C'est pas moi qui décide ça. Là. Je peux pas le faire à la place à personne. Là. Je peux juste... Alors, merci d'avoir été là, tout le monde. Soyez heureux. Profitez de la vie. D'avoir un beau temps des fêtes, j'espère très sincèrement. Pour notre part, vous comprendrez qu'on sera en relâche la semaine prochaine. Il n'y aura pas de revue de presse pour la semaine du 23-24 décembre. Je vais essayer, s'il vous plaît, ne prenez pas en garantie, là. Je vais essayer de faire une diffusion seule durant le temps des fêtes. Peut-être quelque chose de vraiment très rudimentaire, là, webcam, etc. Puis écoutez, vous direz ce que vous chialerez sur la qualité audio, mais c'est sûr que ce sera pas fantastique. Mais c'est vraiment comme si on a des dossiers qu'on veut absolument traiter, je vais essayer de faire une diffusion durant le temps des fêtes. Mais sinon, en théorie, on se retrouverait dans 2 semaines. Donc, pas durant le 23-24 ni le 30-31 décembre, mais possiblement donc le 7 décembre. On sera de retour avec notre prochaine revue de presse. Entre-temps, comme je vous dis, on va essayer d'avoir des interventions peut-être même en direct entre-temps, prendre des questions du public, des trucs comme ça. Puis je m'excuse d'ailleurs qu'on n'a pas le temps de prendre des questions du public. Je vous les fais poser à chaque fois. Inquiétez-vous pas que je les regarde, que ça m'inspire beaucoup sur quel dossier on traite dans la revue de presse. Maintenant, c'est que je les garde pour la fin. Puis j'essaie autant que possible de ne pas faire des revues de presse de 4 heures. Pas parce que c'est même plus une question de prendre votre temps ou pas, parce que maintenant, je sais que ceux qui veulent regarder certains segments regardent certains segments, d'autres se focus sur d'autres. C'est une question de montage. C'est pour chaque minute de revue de presse, il faut des minutes additionnelles de montage. Et si je vous parle en ce moment, écoutez, c'est du temps additionnel, puis des ressources, puis de l'argent qu'il faut qu'on mette pour produire cette revue de presse-là dans un format qui est intéressant éditorialement pour vous. Donc, on essaie autant que possible de garder ça dans des temps raisonnables, en bas de 2 heures, disons. Donc, je vous remercie d'avoir été là, tout le monde. D'ici là, pour de vrai, dans le temps des fêtes, semez de l'amour, partagez de l'espoir. Je vous aime, puis on se revoit très bientôt. Bye bye.